Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Florent Verret, journaliste aux Échos, et je suis très heureux de vous présenter, d'animer cette conférence co-organisée par Colliers et le groupe Les Échos Le Parisien, ici, dans le 15e arrondissement. Et vous pouvez suivre évidemment cet événement sur Internet. Vous pouvez également poser des questions, je les prendrai en fin d'événement. Alors, je ne vous apprendrai rien en disant que la crise sanitaire a rebattu les cartes du monde du travail et de son environnement. Certains disent que la crise nous a fait gagner 3, 4, 5, voire 10 ans sur les tendances de fond qu'on traversait déjà. Il y a bien sûr la transformation digitale, les nouvelles formes de management, et le tout dans un environnement où les considérations environnementales sont de plus en plus prégnantes. Alors pour savoir vers quel monde du travail nous allons, à quoi ressembleront les bureaux dans 10 ans, l'entreprise Colliers a sorti une étude prospective, Odyssée 2030, sur les futurs lieux et modes de travail en France. Donc nous allons explorer ces thèmes à travers 3 tables rondes, en analysant les impacts qui vont modifier cet environnement, les impacts environnementaux, digitaux, puis enfin managériaux. Je vous présente nos intervenants. Antoine Oliveau, directeur général Occupator Services chez Colliers International. Bonjour. Véronique Lamblin, directrice des études du cabinet Futurible. Bonjour. Luc Breton, vous êtes expert en transformation digitale, associé du groupe Mandarina. Bonjour. Bonjour. Guillaume Neveu, fondateur d'iCare. Et enfin, Frédéric Myriel, directrice du département Conseil et environnement de travail et accompagnement du changement chez Colliers. Bonjour. Alors avant de rentrer dans ces 3 thématiques que je viens de décrire, je vous propose une vue d'ensemble avec vous, Antoine Oliveau. Pour commencer, donc vous avez sorti cette grande étude Odyssée 2030. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors bonjour, oui, effectivement, Colliers accompagne des grands groupes, des grands utilisateurs publics et privés, que ce soit des grands groupes et des PME, sur le futur de l'immobilier. Et bien avant la pandémie, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de transformations qui étaient déjà à l'œuvre. Vous en avez cité certaines, les nouvelles logiques de travail hybride, avec le développement du télétravail, la digitalisation des organisations, les problématiques environnementales, la quête de sens des nouvelles générations aussi. Et c'est vrai qu'on a voulu apporter notre contribution à ces transformations, pas en donnant une vérité absolue, parce que on va en parler d'ailleurs, il n'y a pas de boule de cristal, mais on a voulu construire 5 scénarios de ce que pourrait être le futur du travail et de l'immobilier. Et donc à l'automne 2019, on a sorti la première étude de notre Odyssée 2030. Et donc là, vous sortez une deuxième étude, une V2. C'est dire que la crise a vraiment rebattu les cartes ? Alors, la crise a accéléré ces transformations, je dirais plutôt. C'est-à-dire que, alors je vais vous citer quelques chiffres. On ne va pas revenir sur la pandémie en elle-même. Enfin, je pense qu'on l'a suffisamment débattu, mais l'accélération de ces transformations, elle a été assez majeure. On a fait une étude avec Actineo sur 5 grandes métropoles mondiales sur le rapport au travail. Et les quelques chiffres, parmi tant d'autres, aujourd'hui dans cette étude-là, dont Paris faisait partie, 72% des salariés disent qu'ils ont envie de travailler entre 1 et 3 jours en télétravail. Dans le même temps, il y a aussi probablement grâce à la pandémie aussi, une appétence pour les tiers-lieux. 55% des gens disent qu'ils ont une appétence très très forte pour les tiers-lieux. Donc on voit bien que c'est pas simplement une équation entre le bureau et le domicile, mais que ce travail hybride-là, il dépasse un petit peu ça. Et puis, on se pose beaucoup la question de la destination du bureau. Finalement, pourquoi est-ce qu'on va venir au bureau demain ? Et aujourd'hui, 45% des gens interrogés disent qu'ils veulent venir pour des discussions informelles et pour du lien social, en fait. Donc on voit bien que c'est une réflexion qui va toucher notamment les espaces de travail, mais beaucoup plus largement que ça. Et donc, fort de ces constats-là, on a voulu refaire une deuxième édition, qui vient de sortir, pour finalement revoir nos 5 scénarios à l'aune de tous ces changements-là. Et vous le disiez en mot d'introduction, aucun des scénarios que vous proposez 5 scénarios dans lesquels vous faites varier les curseurs. Quel est le but de dessiner ces scénarios si vous dites on n'a pas une boule de cristal et c'est pas exactement ce qui va se passer ?
Alors en fait, ce qu'on a voulu faire, c'était un vrai travail de recherche. Plutôt que de juste faire des grandes réflexions stratégiques, on a voulu faire un vrai travail sur, donc avec Futurib, Véronique en reparlera, sur 17 variables. Donc 17 variables extrêmement concrètes, allant de l'organisation du travail jusqu'à l'attractivité des territoires. C'est aussi un sujet, l'accès au numérique ou encore les enjeux climatiques. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, ces 5 scénarios-là, en faisant varier tous ces curseurs-là, ils donnent 5 futurs possibles. Qui sont aucun exactement ce que vont faire les entreprises, mais qui permettent à nos clients de réfléchir sur ces scénarios-là et de construire leurs propres scénarios en répondant aux questions qui sont quelle destination pour le bureau, quelles sont les nouvelles géographies possibles, comment est-ce qu'on attire les meilleurs talents, parce que c'est aussi un sujet très important. Et alors, commençons à rentrer dans le fond de votre étude, à travers ces 5 scénarios, est-ce qu'il y a quand même 5-6 tendances communes qui se dessinent à travers ces scénarios ? Oui, absolument. Alors, la première tendance, ce qui va paraître un peu tarte à la crème, mais ce travail hybride, donc qui n'est pas simplement un sujet entre le domicile et le bureau, est un sujet absolument majeur qui révolutionne les organisations. Mais au-delà de des destinations de chacune de ces choses-là, il y a un sujet qui est important, qui est l'expérience collaborateur et le fait d'être capable de donner au collaborateur une expérience sans couture, avec le même niveau de qualité, quel que soit l'endroit d'où il va travailler. Ça, c'est quand même un sujet qui nous semble un sujet important. Le deuxième sujet, c'est évidemment les modes de management. Frédéric en reparlera tout à l'heure. Ça a révolutionné aussi la manière dont on travaille et la manière dont les managers travaillent aussi. On voit bien qu'ils ont été très chahutés pendant cette période de pandémie. Donc, comment est-ce qu'on retisse de nouveaux liens de confiance entre les managers et leurs salariés avec plus d'autonomie et plus de responsabilisation? C'est quand même un deuxième sujet qu'on retrouve à peu près partout. Je dirais le troisième sujet, il est le sujet de la flexibilité. Et la flexibilité, elle est évidemment de manière très naturelle sur la flexibilité des espaces, on en parle depuis très très longtemps, mais flexibilité aussi des immeubles. On voit bien qu'aujourd'hui, que ça soit la réversibilité de certains bâtiments, que ce soit la flexibilité des baux, on a un sujet qui est à la fois un sujet du collaborateur, comment est-ce que j'ai plus de flexibilité dans mon travail, et comment est-ce que les entreprises arrivent à avoir plus de flexibilité dans leur immobilier pour gagner aussi en efficacité. Et puis peut-être la dernière tendance, c'est ce qu'on appelle le smart everything, smart building, smart workplace. Il y a un énorme sujet, je pense qu'on en reparlera aussi plus tard, sur la data. De quelle manière est-ce qu'on est capable de collecter de la data pour évidemment améliorer les expériences, améliorer l'efficacité, et puis aussi être capable de regarder les sujets climatiques et environnementaux, qui sont des sujets importants. Et je pense qu'in fine, ce qui ressort un petit peu des sujets de nos clients, c'est trouver le bon équilibre entre ce côté très positif de réinvention du travail, de la quête de sens, d'attirer les meilleurs talents, et puis en même temps, avoir un bon équilibre avec cette recherche d'efficacité qui est aussi une préoccupation importante dans la période. Voilà, c'est probablement ça les quelques points que je listerai. Merci. Véronique Lamblin, vous êtes directrice des études du cabinet Futurib. Sur la démarche prospective, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'intérêt d'un tel travail? Est-ce que c'est deviner ce qui va se passer ou plutôt voir un peu et tâter les grandes tendances? Alors c'est plutôt la deuxième voie. Je dirais que c'est pas du tout un travail de divination. L'objectif n'est pas de deviner exactement ce qui va se passer demain. Parce que déjà, ce serait trop compliqué. 17 variables, ça ne tient pas le monde entier et toutes les tendances. Par contre, c'est un travail extrêmement analytique où on essaye de prendre un maximum de facteurs et on les travaille en tendances lourdes et en signaux faibles de changement pour essayer d'élaborer des scénarios cohérents sur ce qui peut advenir, sur les futurs possibles à un horizon de 10 ans. Alors, l'objectif n'est pas de deviner ce qui va exactement se passer demain, mais si on a bien travaillé, je pense qu'en l'occurrence, on a très bien travaillé, la réalité sera probablement un intermédiaire entre nos scénarios. Même si nos scénarios restent un petit peu des caricatures, ne serait-ce que pour pouvoir les communiquer, on ne peut pas rentrer dans la complexité de tous les détails, mais je trouve qu'on en a déjà beaucoup dans ces scénarios. Ces scénarios, ils servent avant tout à mesurer pour tout un chacun quelles sont nos marges de manœuvre, et puis à essayer d'élaborer des stratégies dans ces différents contextes. Dans aucun de ces scénarios, il y a une entreprise qui est maître du monde. Par contre, toute entreprise peut se retrouver dans chacun de ces scénarios. Et alors, je le disais, dans ces 5 scénarios, vous faites varier les curseurs. Quels sont les 5-6
thème majeur qui différencie ces scénarios? Alors, il y en a beaucoup, évidemment, il y a 17 variables. Alors, c'est vrai que vous en avez listé quelques-uns. Je dirais, pour aller plus loin, on a considéré l'environnement de travail vraiment au sens large, c'est-à-dire en prenant en compte aussi bien la localisation des personnes que des entreprises, tous les problèmes de déplacement, les enjeux environnementaux, qu'ils soient au niveau du bâtiment, mais qui sont aussi dans l'usage des technologies numériques, par exemple. Et puis, évidemment, tout ce qui est relation au travail, la responsabilisation, la relation au management qui évolue, surtout avec un travail hybride, et puis la quête de sens et d'éthique pour beaucoup de salariés aussi, et auquel le management doit aussi répondre. Voilà. Merci beaucoup. Donc ça, c'était pour la vision d'ensemble, la big picture de votre étude. On va rentrer maintenant dans le détail avec les 3 autres intervenants. Je commence avec vous, Guillaume Neveu. Donc, vous êtes fondateur de iCare. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Juste un petit mot sur votre parcours. Vous avez 10 ans d'expérience au sein des grands groupes Total, Vinci et dans le secteur du conseil au BCG. Commençons par là. Présentez-nous votre cabinet iCare pour savoir qu'est-ce que vous faites. Merci. Alors effectivement, iCare est un cabinet de conseil spécialisé sur l'environnement que j'ai fondé il y a maintenant 13 ans. Voilà, aujourd'hui, on est une soixantaine de consultants alors, en France et au Brésil. Et on travaille tous secteurs confondus et à 360 degrés pour les acteurs publics, l'ADEME, les ministères, les entreprises, donc tout secteur, l'immobilier, mais aussi l'industrie, la grande distribution. Et puis enfin, les investisseurs, voilà, les acteurs financiers qui maintenant, vous le savez, c'est particulièrement vrai aussi dans le domaine de l'immobilier, sont un des facteurs depuis 3-4 ans de changement très important dans le domaine de l'environnement. Donc notre particularité, c'est de travailler sur l'ensemble des drivers de la transition environnementale et d'arriver à aider les acteurs, publics, privés, à naviguer à travers cette transition et justement sur un horizon de temps qui est souvent entre 5 et 15 ans. C'est tout l'intérêt des études prospectives que vous avez menées ici, parce que ce sont des outils très puissants qui permettent à chacun de se projeter en fait dans les futurs possibles. Et voilà, c'est un exercice qu'on pratique aussi beaucoup avec nos clients. Alors on le sait, l'environnement de travail va beaucoup évoluer sous l'effet des politiques RSE des entreprises qui deviennent de plus en plus importantes et des facteurs environnementaux. Quels sont les principaux défis que les entreprises vont devoir relever dans ce domaine de l'environnement et des impacts environnementaux? Ou, si je le dis plus franchement, est-ce qu'il n'y a que le climat, il n'y a que la donnée climat qui rentre en jeu? Alors, effectivement, je ne vais pas vous surprendre en disant que, d'une part, le climat reste le sujet et le driver numéro 1. On va y revenir, mais effectivement, le deuxième sujet qui est en embuscade et qui... on sort aussi du congrès de l'UICN à Marseille, et le sujet de la biodiversité, de la nature, du vivant, qui aujourd'hui est un deuxième enjeu qui monte sur l'agenda des décideurs et qui s'impose aussi pour l'immobilier. Ça, vous le sentez chez vos clients? Alors oui, on le sent chez nos clients. Alors voilà, de manière concrète, comme un cabinet de conseil, aujourd'hui, c'est, je dirais, la moitié de nos appels entrants, alors que voilà, c'était un sujet qui était encore émergent il y a quelques éléments. Alors, sur le climat, évidemment, et on en parle pas mal dans l'étude, il y a le sujet des bâtiments neufs, avec des bâtiments bas carbone, etc., et notamment le numérique aide pour ça, et on pourra aussi en reparler. Mais je dirais il y a 2 autres sujets qui sont aussi importants et qui apparaissent derrière. Un, le sujet des matériaux. Quand on parle de climat, il y a l'usage, mais il y a aussi la fabrication des matériaux. Donc ça, aujourd'hui, dans la nouvelle réglementation RE 2020, il y a maintenant un sujet autour de ça. Et donc là, c'est aussi une révolution des modes de construction pour les années à venir. Et c'est un sujet aussi qui est important, qui n'est pas sans conséquence aussi sur la biodiversité, par exemple. Et il y a le sujet qui est, je dirais, et qui va revenir aussi sur l'équilibre dont vous parliez sur ces scénarios prospectifs, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le stock existant de bâtiments. L'enjeu principal au niveau du climat, c'est la rénovation énergétique. Alors, il y a le décret tertiaire voilà, qui arrive en France qui va adresser ça. Mais plus largement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait avec le stock. Qu'est-ce qu'on fait avec le stock pour ne pas, si vous voulez, jeter, entre guillemets, si on évolue vers des nouvelles modes, des nouveaux types de bureaux, de bâtiments tertiaires, qu'est-ce qu'on fait avec les anciens?
ça, c'est un sujet plus large. Donc là, c'est sur l'énergie et le climat, les deux points, je dirais, en plus de la partie presque facile, qui sont ces nouveaux bâtiments bas carbone. Et après, donc le sujet de la biodiversité, qui est aujourd'hui une prise de conscience de plus en plus grande. Le bâtiment et le secteur de l'immobilier au sens large est un des secteurs qui a le plus d'impact, en fait, de par sa traction sur le foncier, de par son pouvoir transformatif. Et donc, après l'agriculture, c'est aussi, alors c'est vrai déjà dans la vision des parties prenantes locales et de la réglementation, mais y compris maintenant aussi vis-à-vis des collaborateurs, comment faire par rapport au sujet de l'artificialisation. Donc ça repose la question aussi de où est-ce qu'on construit, comment on reconstruit la ville sur la ville. Le sujet des matériaux, parce que tout à l'heure, on a parlé de matériaux bois carbone qui notamment peuvent être biosourcés, mais il ne s'agit pas de répéter les problématiques qu'on a pu avoir dans les carburants avec les biocarburants pour s'apercevoir après coup que finalement, ce n'est peut-être pas non plus complètement la solution. Donc il y a des précautions importantes à prendre, notamment dans le rush vers les matériaux bas carbone et biosourcés pour faire que ça ne soit pas au détriment d'un autre sujet. Et puis enfin, si on vient sur le sujet collaborateur, voilà, il y a une valeur supplémentaire et on le voit pour l'habitat après la pandémie, mais je pense que c'est un sujet qu'on va retrouver aussi dans le tertiaire et l'environnement de travail, pour la valeur verte, pour l'espace, pour la végétalisation. Donc voilà, à différents niveaux, si vous voulez, la biodiversité monte en puissance sur le sujet immobilier après le climat. Et parmi les révolutions qu'on va observer attentivement dans les prochaines années, on voit certaines entreprises qui se questionnent sur le fait de quitter les quartiers d'affaires pour aller en zone périphérique, pour multiples raisons, le loyer, la qualité de vie, etc. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement ? Alors, ça pose la question effectivement du point plus global de la réutilisation et de l'économie circulaire. C'est-à-dire comment on fait pour ne pas jeter l'infrastructure existante. Et donc ça veut dire que... Existante, vous voulez dire qu'on quitte ou qu'on... alors justement, c'est-à-dire qu'effectivement le desserrement ou l'éloignement, d'un point de vue de ce vrai enjeu qui est l'artificialisation des sols, ça fait du sens d'un point de vue environnemental si on va vers des lieux déjà urbanisés, avec la reconquête de friches, d'anciens sites industriels. Donc il y a tout un potentiel, entre guillemets, qui peut être mobilisé pour ce desserrement par rapport au quartier d'affaires. Et puis, donc voilà, donc c'est possible, à condition aussi que ce qu'on quitte, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc comment on remobilise aussi ces tours si jamais elles se trouvent en partie délaissées, soit en réutilisation, en repurposing, ou en termes de réutilisation aussi des matériaux. Puisqu'encore une fois, le bilan carbone d'un bâtiment, c'est l'utilisation, mais c'est aussi l'ensemble du carbone qui a été fait pour construire avec ce béton, cet acier, etc. Et ça, parmi les entreprises que vous observez, que vous accompagnez, est-ce qu'elles se posent la question du bâtiment qu'elles quittent, du bâtiment dans lequel elles emménagent ? Est-ce que c'est une préoccupation pour elles ? Je dirais que là, c'est là qu'on touche les limites de l'action individuelle d'une entreprise et puis de l'action entre guillemets publique ou générale ou écosystémique. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est locataire, voilà, on quitte et puis ce qui sera fait après, c'est le problème du propriétaire, par exemple. Donc non, pas complètement. Ce qui est important, par contre, et là les entreprises en sont conscientes parce que c'est aussi dans les principes de tout ce qui est évaluation environnementale qui rentre de plus en plus dans les normes, c'est qu'évidemment l'attention et la responsabilité environnementale, elle n'est pas limitée au mètre carré qu'on occupe. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on baisse ses mètres carrés qu'on réduit son impact. Le collaborateur, on en parlera à travers le télétravail, l'organisation du travail impacte la mobilité, impacte l'habitat, et aujourd'hui, l'entreprise doit se préoccuper des trajets domicile-travail, de l'alimentation aussi, qui est un gros sujet aussi pour l'environnement du collaborateur. Donc ça, aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus habituées à avoir cette vision, je dirais, plus large, plus inclusive des impacts environnementaux. Donc vous dites l'entreprise doit dépasser son scope d'émissions carbone pour comprendre l'impact que l'entreprise et les collaborateurs ont, c'est ça que vous dites ? Voilà, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle le scope 3 sur le sujet du carbone, c'est un peu du jargon. Mais effectivement, on considère aujourd'hui que c'est la responsabilité de l'entreprise. Elle le mesure, elle le reporte. On lui demande de plus en plus de s'engager dessus, les différentes parties prenantes aussi. Donc ça fait partie effectivement de son périmètre d'attention. Et vous l'avez évoqué, parmi les tendances qu'il y a, et on y reviendra peut-être, le télétravail, le déménagement en grande couronne, voire en région. Est-ce que tout ça, ça va être... Est-ce que on libère de l'espace en région parisienne ou dans les grandes villes,
Mais derrière, il y a le trajet domicile-travail qui augmente, voire explose pour certains. Comment les entreprises gèrent ça et est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, elles le gèrent, disons qu'à court terme, nous, on a justement accompagné les entreprises dans mesurer l'effet du Covid et donc du télétravail, en fait. Et donc, effectivement, les émissions de carbone ont chuté pendant cette période-là. Donc, on peut dire que c'est positif, à la fois sur les déplacements domicile-travail, mais les déplacements, évidemment, gérer d'affaires, ça c'est clair. Par contre, à moyen terme, et ce qu'on voit et qui est en germe aussi dans les scénarios, c'est-à-dire que les collaborateurs maintenant, pour différentes raisons de coût, vont habiter plus loin et donc finalement vont substituer des déplacements domicile-travail quotidien, qui étaient pour certains relativement courts, par des déplacements moins fréquents, peut-être 1 à 2 fois par semaine, mais plus longs. Donc effectivement, la balance, de quel côté elle va tomber, c'est pas non plus évident. Effectivement, c'est un peu l'effet TGV, l'effet rebond, hein, où voilà, on donne des moyens d'aller plus loin, les gens se déplacent plus. Donc il y a comme ça à quoi il faut faire attention. Toujours sur les collaborateurs, vous l'avez évoqué dans votre début d'intervention. Est-ce que les collaborateurs mettent de la pression sur leurs employeurs, sur les entreprises, pour se transformer d'un point de vue environnemental? Et si oui, quelles sont les pressions qu'elles exercent? Qu'ils exercent? Alors ça, c'est clair. Bon, moi, je suis, entre guillemets, peut-être pas placé pour faire une étude sociologique générale. Bon, voilà, on a créé un cabinet de conseil en environnement, persuadé que c'était un des facteurs de transformation des entreprises. Au niveau du recrutement, c'est assez évident aujourd'hui que c'est un facteur de choix de plus en plus important. Les entreprises en sont persuadées. Alors après, au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'objet même de l'entreprise qui peut être plus ou moins bénéfique pour l'environnement, c'est, si on vient sur l'environnement de travail, moi, alors ça va être très différent suivant les populations. Moi, j'ai beaucoup de jeunes diplômés chez moi qui sont très sensibles à ces questions. Ce qu'ils demandent, c'est d'être acteurs de la transition. Encore une fois, ce sont des gens qui sont très sensibilisés sur ce sujet-là. C'est-à-dire que ils veulent pouvoir faire en entreprise ce qu'ils font chez eux aussi, et ne pas être en dissonance, entre guillemets, c'est-à-dire leur donner les moyens aussi d'être acteurs au travail. Donc ça passe par des sujets qui ne sont pas forcément des sujets smart building ou hyper technologiques, hein. Et d'ailleurs, il y a un sujet, et on le voit dans vos scénarios prospectifs, qui est rejet ou adhésion sur le sujet du numérique et des data, etc. C'est plutôt des actions, évidemment, comme la mobilité, comment je viens justement au travail, le vélo, comment je gère les déchets, comment en interne je peux moi-même participer à rendre mon entreprise plus vertueuse. Et je dirais, c'est une sorte on parlait tout à l'heure de pourquoi les gens viennent au travail. Vous disiez, c'est pour du lien social, de l'informel. Clairement, leurs attentes sont aussi autour d'une transition mentale conviviale et partagée entre collaborateurs. Et est-ce que cette attente va vers plus de technologie pour être plus efficace ou plutôt sobriété, low-tech? Est-ce qu'il y a une tendance là-dessus? Alors, sur les attentes des salariés? Oui, sur les attentes des salariés, voilà, encore une fois, ça va dépendre des profils, ça va dépendre des générations. Mais je dirais que moi, ceux que je connais, effectivement, c'est plus autour du low-tech. C'est-à-dire qu'évidemment, on attend qu'il y ait des systèmes passifs, automatiques, comme le smart building, qui permettent d'optimiser un certain nombre de choses. Mais derrière, encore une fois, les gens ont besoin d'être acteurs aussi et de sentir qu'ils peuvent faire quelque chose à leur niveau. Donc là, c'est plutôt des choses low-tech en général. Je pose la question parce que derrière, il y a tout l'environnement numérique qu'on ne prend pas toujours en compte et qui a un impact fort, pour ne pas dire énorme, sur le bilan carbone. Comment les entreprises elles adressent ce sujet? Comment elles disent, sur le bilan carbone, maintenant on va s'attaquer au numérique? C'est tellement diffus et grand. C'est clairement là aussi une des tendances. Pour nous, il y a un sujet de travail depuis maintenant quelques années. Donc le numérique, les chiffres sont assez connus. Aujourd'hui, ça représente maintenant désormais 4% des émissions mondiales. Donc c'est plus que le secteur aérien. Donc effectivement, cette prise de conscience, c'est diffus, c'est complètement dans nos usages. Et là, on n'est pas dans le scénario prospectif, on est dans aujourd'hui. Et évidemment, le taux de croissance du numérique, quoi qu'on fasse, il va encore augmenter. Donc aujourd'hui, on a vraiment une prise de conscience à la fois au niveau des DSI, des grandes entreprises, mais aussi globalement au niveau des dirigeants. Et on a des plans d'action dédiés là-dessus pour essayer de contenir. Parce que évidemment, le numérique est à la fois une condition nécessaire à la transformation pour un certain nombre de sujets, on ne va pas le nier, mais il y a évidemment tout un tas d'usages qui peuvent être
peut être inutile. Et là, on va vers le sujet de la sobriété. C'est-à-dire que le premier levier, quand même, c'est de se poser la question pour tous les systèmes, que ce soit de la mobilité, que ce soit du bâtiment, etc. Est-ce que j'en fais trop? Enfin, est-ce que le bénéfice attendu par rapport au volume de data mobilisé, qui pose des questions environnementales, mais sociales aussi, et sociétales, etc. Est-ce que je vais pas trop loin? Quel est le bon équilibre là-dessus? Donc ça, c'est le premier levier. Et le deuxième levier, c'est toute cette infrastructure carbone numérique qu'on mobilise à travers des providers, des clouds, des data centers, etc. Aujourd'hui, ces gens-là, ces pure players du numérique, sont incités très fortement, aussi par rapport aux investisseurs, etc., à aller vers des sujets bas carbone, à verdir leur infrastructure. Et donc l'entreprise, elle doit aussi faire le choix et du mieux-disant dans ce domaine-là. Donc je ne dirais pas que forcément l'empreinte environnementale va continuer à augmenter, mais si on peut la contenir à travers un certain nombre de leviers, voilà, je pense que c'est un enjeu très très important. Merci. Est-ce que l'un de nos intervenants va ajouter quelque chose sur cette question des facteurs environnementaux? Eh bien, on passe au sujet suivant alors, les facteurs d'impact digitaux. C'est avec vous, Luc Breton. Donc, je le disais en introduction, vous êtes expert en transformation digitale. Vous êtes associé du groupe Mandarina. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter cette entreprise? Le groupe Mandarina est focalisé sur le futur du travail avec deux plateformes SaaS, Talkspirit et Holaspirit, qui permettent d'outiller ces entreprises du futur, ces nouvelles formes de collaboration et de gagner énormément en efficacité. Et puis, je suis à l'origine d'une communauté internationale sur les nouvelles formes d'organisation, les nouvelles formes de management, qui s'appelle The Next Gen Enterprise, et avec son sommet annuel qui aura lieu fin novembre, et qui regroupe dans une trentaine de pays des CXO, des dirigeants qui ont décidé d'entreprendre ce qui pour moi est le grand enjeu actuel, c'est la transformation des formes traditionnelles de management. Pour commencer, je voudrais vous poser une question, moi qui m'a intéressé quand on a préparé cette table ronde, une question simple pour planter le décor. Comment naissent les outils digitaux qui transforment notre environnement de travail? Est-ce que ce sont les hommes, et en l'occurrence les hommes et les femmes, et en l'occurrence les collaborateurs des entreprises, qui décident de nouveaux comportements et les outils digitaux naissent derrière? Ou c'est le contraire, c'est l'arrivée d'outils digitaux qui vont influencer nos comportements? Voilà, ça c'est une question clé. Il faut bien comprendre que la réponse que je vais vous faire, elle n'est pas orthogonale à un humanisme que moi je promeus ardemment, mais c'est bien la technologie qui va changer les comportements et pas l'inverse. Et l'époque que l'on vit est formidable, elle est extrêmement rapide et elle est propulsée par la révolution industrielle qui commence à produire des effets d'efficacité et de rentabilité, qui est la révolution industrielle de l'Internet. Une révolution industrielle, en gros, il lui faut 30 ans pour sortir de l'entropie et produire des effets de productivité extrêmement forts, des effets d'impact. Et c'est le cas aujourd'hui avec Internet. Et ce que l'on voit, c'est que le digital, il est consubstantiel des évolutions que l'on voit à l'œuvre dans les entreprises de comportement et de management. En 97, dans la Silicon Valley, il y a une nouvelle forme d'innovation logicielle qui est apparue, qui s'appelait Scrum, et qui a permis de réunir dans des petites équipes qui itéraient tous les 15 jours avec le client, en moyenne, sur ce que voulait le client. Ça a complètement révolutionné la façon d'innover et de changer, je dirais, le paradigme d'innovation dans tous les secteurs, puisque le numérique, on l'a dit précédemment, alors c'est vrai pour les économies d'émissions de CO2 que ça produit, mais c'est vrai aussi dans 100% des stratégies des organisations, ça produit de l'innovation. Et ce que Scrum a inventé sur des petites équipes extrêmement agiles, en 2010, on est passé à des méthodes comme Lean Startup, qui ont permis d'agréger non seulement des développeurs, et donc des techniciens ou des ingénieurs, mais aussi des métiers du design et du marketing. Et aujourd'hui, on voit qu'on est capable d'avoir une approche systémique de ces formes d'agilité. Donc on parle d'agilité à l'échelle, dans l'organisation. Donc on voit que le numérique a introduit l'agilité, d'abord sur l'innovation technologique, ensuite sur l'innovation tout court, avec le marketing et le design, et aujourd'hui dans toute l'entreprise. Et on va passer progressivement, on le voit, c'est extrêmement frappant. En tout cas, c'est le résultat de mon dernier livre, L'entreprise nouvelle génération, dans lequel j'ai pu interviewer 250 leaders dans 30 pays qui ont mis en œuvre ça à l'échelle.
une organisation qui est en train de basculer d'une organisation, je dirais, hiérarchique traditionnelle à un réseau d'équipes, comme dit John Kotter, le marketeur très, très connu d'Harvard. Et ce fonctionnement par réseau d'équipes, c'est un banc de poissons, hein, contrairement à l'armée romaine, très très organisée, mais assez lourde dans son déplacement. Et ce banc de poissons, il va être extrêmement adaptatif, réactif à l'environnement. Typiquement une pandémie, typiquement des crises financières, environnementales. Et ça va permettre à l'entreprise de se reconfigurer très rapidement en donnant l'initiative à chacun dans l'entreprise d'être proactif sur cette transformation et ne pas attendre l'aval d'un grand timonier dans l'entreprise qui, aussi intelligent soit-il, ne peut pas embrasser la complexité et la rapidité de l'innovation, l'économie de l'innovation dans laquelle on rentre. Et donc c'est ce nouveau contexte qui favorise des changements managériaux qui vont atteindre une magnitude inconnue jusqu'à présent. Et c'est bien la révolution industrielle de l'Internet et donc le digital qui le permet, puisqu'évidemment les hommes n'ont pas attendu 2021 pour se dire qu'on est plus efficace en collaborant. Simplement, l'outil aujourd'hui le permet et le produit. Une petite question de ce que vous savez et de ce que vous observez. Sur cette révolution industrielle d'Internet, on en est où sur la frise? On est au début, milieu? Mais comme je vous le disais, on a passé, je dirais, la jeune enfance et une partie de l'adolescence. Donc la révolution industrielle produit maintenant des effets gigantesques. Vous avez un club des plus de 1000 milliards de valos. Hein. En gros, vous avez 5 Chinois, 5 Américains dans le top 10 qui ont réglé la puissance économique, hein, puisque maintenant les 10 premières entreprises au monde sont toutes des entreprises technologiques. Si ce ne sont pas des pure players, ce sont en tout cas des plateformes technologiques. Donc de ce point de vue-là, le numérique a réglé le sujet de la valeur. On voit bien où elle va. Et ensuite, dans tous les secteurs d'activité qui ne sont pas numériques d'abord, clairement, c'est le numérique qui règle la stratégie et qui va innerver les nouveaux formats d'organisation. Donc je dirais on est sorti de cette puberté, on voit maintenant des puits de valeur gigantesques se concentrer sur le numérique pour des pure players, le top 10 dont je viens de parler. Étonnamment, l'Europe est absente de ça, mais c'est un autre sujet. Et dans 100% des secteurs économiques, le numérique est le sujet de stratégie et de gain de productivité. Ensuite, cette pandémie, ce qu'elle a produit, on l'a vu, hein, c'est la généralisation des réseaux sociaux d'entreprise, la multiplication par 2 du nombre de réunions réalisées pendant la pandémie. Alors, c'est pas forcément un bien, puisqu'il y a beaucoup de réunions qui sont toxiques. Meetings are toxiques, hein, donc c'est pas forcément un bien d'en faire 2 fois plus, mais enfin, c'est ce qu'on a observé. Et puis, il y a une étude de Microsoft qui dit qu'il y a eu une augmentation de 70% dans la période de l'utilisation des documents collaboratifs. Donc, la tendance est gigantesque. On a gagné effectivement 3 à 5 ans immédiatement. Tout ce qui paraissait impossible à des entreprises conservatrices traditionnelles est devenu possible du jour au lendemain, et j'exagère pas en disant du jour au lendemain. Et aujourd'hui, donc, on a en France en particulier un retard des PME sur l'équipement, sur ces réseaux sociaux d'entreprise, sur ces documents collaboratifs, sur également une organisation beaucoup plus agile que j'ai décrit précédemment. Mais en tout cas, ce qu'on a gagné, c'est que 100% des dirigeants aujourd'hui sont conscients de ce qu'il faut faire. Ils ne savent pas forcément, ils sont plutôt désemparés et inquiets sur le comment passer à l'action. En tout cas, moi, c'est là-dessus que j'agis au quotidien pour les aider à comprendre comment prendre pied et opérationnaliser la transformation. Mais 100% sont maintenant convaincus qu'il faut le faire. Et la pression, ils la reçoivent aussi de leurs collaborateurs ou des talents qu'ils essayent d'attirer à eux, puisque ces critères d'avoir les outils state of the art, hein, c'est-à-dire les meilleurs outils pour collaborer, sans couture, c'est absolument c'est même pas une condition, c'est pas négociable. C'est-à-dire que si vous les avez pas, les gens ne viennent pas travailler chez vous. À ce point? Absolument. Alors sur les nouvelles générations, c'est absolument clair. Si vous vous trouvez dans un environnement de travail qui dégrade votre perception d'efficacité personnelle parce que simplement ce que vous avez l'habitude d'utiliser par ailleurs, il faut bien voir, hein, moi quand j'ai commencé ma carrière il y a plus de 20 ans, c'était le B2B qui amenait l'innovation. Aujourd'hui, c'est le B2C, c'est clairement. C'est-à-dire que sur votre smartphone aujourd'hui personnel, vous avez des outils de productivité
incroyables et qui arrivent dans l'entreprise par la suite. Et donc si vous ne retrouvez pas dans votre contexte d'entreprise cette efficacité, en tout cas pour les nouvelles générations, c'est extrêmement clair, ils refuseront de venir chez vous. C'est valable aussi, vous avez parlé de l'étude d'Actineo, je peux aussi m'appuyer là-dessus, pour les temps de travail. Aujourd'hui, c'est pas valable uniquement pour les jeunes générations, mais c'est elles qui poussent énormément. Ils veulent pouvoir choisir le où, le quand, le comment. Ils travaillent, en tout cas assez largement, et les outils ne sont pas négociables pour avoir cette fluidité et cette efficacité au quotidien. Est-ce qu'il y a des outils comme ça qui sont dans les incontournables, qui sont vraiment qui incarnent cette expérience sans couture que les jeunes générations plébiscitent? Jeune ou pas, donc j'ai parlé des réseaux sociaux d'entreprise qui, avant la pandémie, étaient vus plutôt par un certain nombre d'entreprises, en particulier en France, comme des gadgets ou des choses sympathiques à avoir et qui sont devenues complètement indispensables au travail. Dedans, vous intégrez de la visio, du chat, les documents partagés qui changent en temps réel. On n'imagine plus faire des versions de documents et se les envoyer par mail, c'est complètement archaïque. La possibilité de décrire son organisation avec une description des rôles versus les job desks, les fiches de poste, et une capacité des équipes à les faire évoluer à leur niveau de manière décentralisée en temps réel et d'avoir une vision de la description de l'organisation qui devient temps réel versus l'organigramme qui de toute façon ne décrit pas les rapports de pouvoir et les rapports d'influence opérationnelle que l'on connaît dans l'entreprise. La capacité d'accéder à la prise de décision et de retrouver tout ce qui s'est passé dans l'entreprise avec des plateformes qui le permettent, comme Ola Spirit par exemple, dans le groupe dans lequel je travaille, sont aujourd'hui des outils qui deviennent quand même le nouveau standard et qui s'imposent par capillarité sur des écosystèmes où, parce qu'on a des entreprises étendues aujourd'hui, c'est-à-dire que les entreprises font appel bien plus que par le passé à des talents extérieurs, y compris à la demande, en tant que de besoin, sur des projets ou sur des contrats. Certaines même utilisent le DAO avec la blockchain pour contractualiser ces choses-là au fil de l'eau. Et on voit bien qu'on va avoir besoin de ces outils. Par contre, ces outils, il faut qu'ils soient transparents, c'est-à-dire il faut qu'ils se fassent oublier. Voilà. La technologie, elle gagne quand elle n'est pas un fardeau, quand elle disparaît dans le quotidien. Et puis également, pour répondre à votre question sur une autre dimension qui est moins sur les outils de collaboration, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire déléguer à l'intelligence artificielle qui est tout début de l'histoire de l'intelligence artificielle. C'est ça, parce qu'on en parle depuis une dizaine d'années, 5 ans, on dit ça va arriver, on le voit pas tellement, mais en plus c'est peut-être en sous-marin. On en est où sur cette évolution? On est au tout début ou on est... Vous le voyez pas parce que quand automatiquement vous réservez une réunion ou quand vous demandez des informations à votre ordinateur personnel qui a la puissance, je le répète, moi quand j'étais ingénieur, le CRE qui était dans le basement, le rez-de-chaussée de mon école et qui était un super calculateur en fait. On peut en rentrer plusieurs maintenant dans un smartphone. Donc vous ne vous apercevez pas de ce que fait votre smartphone pour vous, à l'insu de votre plein gré, mais l'intelligence artificielle maintenant est partout, dans les moindres détails de ce que vous recherchez au quotidien. Réserver un créneau dans un agenda entre différentes personnes, se déplacer, ouvrir des moyens informatiques pour faire une réunion ou animer une séance de créativité. Et ça, vous êtes convaincu qu'il va y avoir une montée en puissance de l'intelligence artificielle ? Elle est omniprésente partout. On ne sait pas bien souvent que l'intelligence artificielle travaille derrière, mais elle est là. Et, elle va progresser nettement. On est vraiment dans l'enfance de l'art de ce que produit l'intelligence artificielle. Elle va nous permettre de déléguer à l'informatique toute une série de tâches qui n'ont pas d'intérêt, qui sont très chronophages, très fastidieuses. Et elles vont permettre, j'en suis persuadé, parce que je suis à la fois optimiste et puis... pragmatique dans ce que j'observe, de réallouer du temps à la relation humaine, au lien, à la relation sociale, au service à la personne, au service tout court,
sur lequel nous sommes aujourd'hui des hommes de Cro-Magnon. Je pense que on rentre dans une ère du service, du lien social beaucoup plus fort. Et tous ceux qui ont une vision dystopique de l'avenir en expliquant que les technologies déshumanisent, je pense, se trompent complètement. Au contraire, elles vont réhumaniser, puisque toutes ces tâches totalement inutiles qu'on va pouvoir déléguer à l'intelligence artificielle vont nous permettre précisément de passer des temps de meilleure qualité ou d'augmenter la productivité à tel point qu'on va pouvoir rentrer, alors c'est déjà le cas pour un certain nombre d'entreprises, dans des semaines de 4 jours ou une diminution de l'intensité de travail pour pouvoir avoir un moment qualitatif au travail beaucoup plus basé sur les relations humaines, la créativité, et ce que la machine n'arrivera jamais à faire. Je dis ça souvent, mais la data est intéressante à condition qu'on ne processe pas de la data pour fabriquer de la data et pour reboucler sur la data. C'est-à-dire que c'est intéressant comme aide à la décision, comme support d'aide à la décision, comme levier d'intelligence. Mais au final, il faut que l'homme soit capable de prendre les décisions et de s'appuyer sur ces insights de data pour imaginer des choses que la machine est incapable d'imaginer par elle-même. Et la créativité, le pas de côté, le think out of the box de l'humain a une supériorité à ce que l'IA pourra faire encore dans 15-20 ans, qui est tout à fait incomparable. Tout à fait incomparable. Et donc, si vous n'allouez pas si vous ne permettez pas à vos collaborateurs dans une organisation d'avoir ces moments qualitatifs, ces moments de créativité, d'ailleurs c'est tout à fait impactant sur les lieux de travail, c'est-à-dire que vous allez réinventer les lieux de travail pour permettre ces moments qualitatifs, ces moments de créativité, ces moments à dimension humaine extrêmement forte et différenciatrice pour l'organisation, vous passez complètement à côté. Donc la techno pour la techno n'a aucun intérêt. Vous l'avez dit d'un mot, moi je voudrais vous faire réagir sur les données et sur les données sociales, comment elles peuvent transformer l'environnement de travail. Est-ce que ça va, vous disiez, les réseaux sociaux étaient vus comme un gadget il y a quelques années, maintenant c'est une dimension importante dans la transformation de l'environnement de travail. Vers quoi on va sur cette dimension? Et je vous ferai réagir ensuite, Antoine Oliveau. On va vers une utilisation de la technologie absolument généralisée, mais qui se fait oublier de plus en plus. C'est-à-dire que la technologie sera acceptable et utile à condition qu'elle n'apparaisse plus en fait dans le mode de fonctionnement. Elle est tout à fait transparente et elle fluidifie ma démarche créative. Tout abus de la technologie pour traquer les individus, contrôler leur performance à la seconde, leur taux de connexion à un système, etc., sera puni massivement, et ce sera comme le manche du râteau, hein. C'est-à-dire que les organisations vont se le prendre en pleine tête. Aujourd'hui, tout finit toujours par se savoir. On est dans un monde d'abondance de l'information où tout est transparent. Et donc, toute espèce de tracking, d'ailleurs Microsoft l'a vécu à ses dépens dernièrement, hein, puisqu'ils avaient installé des dashboards de contrôle de la productivité qui ne disaient pas leur nom dans leur dernier set d'outils. Il y a eu une rébellion extrêmement violente lorsque ceci a été annoncé. Donc je pense qu'on est dans une évolution du rapport au travail qui est beaucoup plus anglo-saxonne, si vous voulez, qui est plutôt basée sur un objectif de résultat, où on va faire confiance a priori, hein. Donc on est plutôt sur une contractualisation, on va donner sa confiance et on va laisser les équipes et les gens s'organiser pour arriver au résultat. Mais on ne va pas vouloir leur expliquer comment ils doivent passer de A à B en passant par A1, A2, A3, B1, B2, B3. Ça, c'est totalement intolérable. Et ça c'est castrateur, en fait, hein, sur la capacité des équipes à s'auto-organiser, à trouver par elles-mêmes les meilleures solutions aux problèmes posés, qui sont complexes et qui sont connus par les experts qui sont dans ces équipes précisément. Et on voit aussi une posture du management qui va se déplacer de je sais ce qu'il faut faire et je demande une exécution précise de la partition à je suis plutôt en support de mon équipe. Je m'assure que l'équipe est composée des talents nécessaires à la réalisation de l'objectif. Je donne l'objectif, je donne la vision, je supporte, j'enlève les cailloux dans la chaussure lorsque c'est nécessaire, mais je m'assure que mon équipe est en charge. Et donc va aller d'elle-même de A à B.
B pouvant éventuellement bouger sur préconisation de l'équipe. Et donc on voit une évolution du management avec un leadership plus de servant leader, un leader au service de son équipe et moins en surplomb. Donc passage du lien de subordination au lien de support. Voilà, c'est extrêmement important. Et c'est, encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit au tout début, consubstantiel du digital. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre l'évolution des modes de management et d'organisation aujourd'hui si on ne comprend pas la révolution des outils digitaux, puisque l'un provoque l'autre intimement. Voilà, intimement. Et tout ça avec un impact qui doit être positif pour la société et l'environnement. C'est le lien entre la raison d'être, le digital et le management. Tout ça est intimement lié, consubstantiellement lié. Antoine Oliveau, sur la donnée sociale, vous, qu'est-ce que vous observez? Vers quoi on va sur cette transformation? Aujourd'hui, le pouvoir des data et de l'analytique est absolument colossal, puisque quand on travaille pour nos clients, ils nous disent comment est-ce que j'arrive justement à recréer du lien entre mes équipes, comment j'améliore la collaboration. Et finalement, l'aspect des données permet tout simplement d'objectiver les sujets. Et nous, on a expérimenté avec un certain nombre de clients ce qu'on pourrait appeler socialytics, qui est d'une certaine manière l'application de ces intelligences artificielles sur des données sociales de l'entreprise, que ça soit, comme le disait Luc, les interactions sur les réseaux sociaux d'entreprise, que ça soit les systèmes de CRM, que ça soit la manière dont les gens interagissent par mail, dont ils se retrouvent, dont ils se déplacent dans les bâtiments. Alors tout ça, évidemment, tout respect de l'anonymat, RGPD, etc., mais qui a pour objectif de dire, plutôt que de dire mes collaborateurs ne collaborent pas assez, c'est d'être capable d'objectiver le sujet et de dresser d'une certaine manière le cortex neuronal de l'organisation. Il y a les technologies qui font des choses absolument magnifiques et qui permettent de dire voilà comment les gens fonctionnent, voilà comment ils interagissent, voilà comment on aurait envie qu'ils interagissent demain, et de pouvoir construire des espaces de travail qui permettent de répondre à ça et qui permettent notamment de tisser des proximités naturelles qui ne sont pas forcément, vous savez, un étage par une direction, un étage, mais plutôt de retrouver des cellules de gens qui ont vocation à travailler ensemble et d'être capable surtout de mesurer l'avant et l'après, de voir de quelle manière est-ce que quand on mène un projet de transformation, on est capable d'analyser par ces données-là la manière dont l'organisation s'est déformée et dont elle a commencé à interagir. Donc c'est un vrai levier très très intéressant et qui permet aux décideurs, d'abord qui permet d'améliorer l'expérience pour les collaborateurs et puis qui permet aux décideurs de se focaliser sur les points durs. Luc Breton, je finis sur la question des outils digitaux en lien avec la transformation des bureaux. La question à 1 milliard, c'est qu'est-ce que vont devenir nos bureaux avec post-crise et post-hybridation accélérée due à la crise. Est-ce que la technologie va tuer les bureaux physiques? Absolument pas. Et ça, c'est... Enfin, en tout cas, personnellement, je suis très catégorique là-dessus. Pas du tout. Elle va les reconfigurer fondamentalement. Alors, on voit que le télétravail, il a été complètement plébiscité. Alors déjà, le télétravail, 50% de la main-d'œuvre, en gros, n'a pas accès au télétravail pour des raisons structurelles et d'activité, parce que les chantiers, tout ce qui, restauration, tout ce qui nécessite des métiers manuels et collectifs. Donc, on parle du reste. Il faut jamais oublier ça, en fait. On parle du reste, et sur le reste, le plébiscite est total. Donc alors avec Tineo, il y a plein d'autres études, Gartner et autres, sont sur 2 à 3 jours, avec une bascule de la prépondérance du lieu de travail entre le domicile et le bureau qui est extrêmement importante à jauger dans l'évolution de la culture d'entreprise et de ce qui se passe dans l'entreprise. Et selon que vous êtes à 2 ou 3 jours, ça change du tout au tout. En réalité, la réalité de ce que vivent les gens au travail, selon que vous êtes 3 jours chez vous ou 3 jours au bureau, ça change tout. À partir de 2 jours, ça perturbe. À partir de 3 jours, ça change tout. Puis au-delà, on ne parle même pas. On est dans un paradigme totalement différent. Et ensuite, les espaces de bureau actuels, là, ils ont pris un sacré coup de vieux avec la pandémie, avec ce télétravail généralisé, avec l'aspiration aujourd'hui. Moi, je lis beaucoup d'études qui expliquent qu'il y a environ, je crois que c'est 45 ou 47% des gens qui réfléchissent à changer de job là, tout de suite, en ce moment, d'ici la fin de l'année ou dans les 6 mois qui viennent. C'est colossal. Il n'y a pas de précédent à ça. Et dans leurs critères de choix demain, on a parlé des outils technologiques, il y aura aussi la configuration de la possibilité du télétravail, du bureau.
Et très concrètement, ce que je vois, moi, avec les dirigeants avec lesquels, les COMEX, les comités de direction que je conseille, avec lesquels je discute aujourd'hui, c'est une reconfiguration des espaces de bureau pour créer une expérience. Je crois que vous avez parlé aussi de l'expérience. Quelle expérience je vais vivre au bureau? Est-ce que ça vaut le coup de venir au bureau? Oui ou non? Si c'est pour me retrouver finalement avec une chaise, un bureau, et puis un écran, et puis un peu de bruit autour de moi avec les collègues, autant que je reste chez moi, je caricature, et chaque situation est très différente. Il y a des gens qui de toute façon ne pourront jamais travailler chez eux, donc je parle pas de ça. Et donc cette expérience, ça va être, puisque moi je crois à la résurgence extrêmement forte du lien social et de la créativité et de l'exploitation entre guillemets de ce qui fait la plus-value de l'homme, c'est-à-dire cette capacité d'intelligence collective, puisque les chercheurs ont démontré que l'intelligence collective, elle est infiniment supérieure à la somme des capacités cognitives des individus qui créent ce collectif. Donc il faut être capable de la faire jouer, de la faire fonctionner. Cette intelligence collective, elle va fonctionner dans des lieux de bureau où je peux avoir une expérience de créativité, d'innovation, de travail en équipe, qui va être autre chose que des cubicles ou des cellules de travail avec des couloirs, etc. Donc je vais vouloir m'y sentir bien. Voilà. Est-ce que j'ai un intérêt à aller au travail pour être efficace avec ce collectif? Est-ce que je me sens bien au travail? Est-ce que l'effort qui me pousse à aller au travail, le matin quand je me lève, ça va être une bonne nouvelle ou une peine de plus? Et donc on voit apparaître du design dans les bureaux. On a envie qu'il soit joli, on a envie qu'il soit agréable, on a envie que je puisse passer d'un espace de restauration à un espace de créativité, que ça se reconfigure et que j'ai tous les outils digitaux qui soient intégrés de manière transparente dans ce nouveau contexte de bureau. Et le coworking, de ce point de vue-là, est en train d'exploser pour ces raisons précises. C'est que le coworking prend en charge cette configuration que le chef d'entreprise a du mal à appréhender, ou des sociétés comme Colliers font ça. Et je pense que le focus, là, pour les 2 années qui viennent, va être là-dessus extrêmement fort. Et sur cette question, j'aurais envie d'avoir votre avis, Véronique Lamblin. Est-ce que le digital est en train de tuer le bureau ou pas du tout? Je pense pas, parce que je pense que le bureau, il a aussi un avantage, au-delà de tout ce qui est formel, c'est les rencontres informelles autour de la machine à café. Et c'était presque une question aussi que je voulais envoyer à Luc. C'est, je suis pas sûre que les réseaux sociaux peuvent complètement remplacer ces interactions totalement informelles, qui ont quand même besoin d'exister, parce que je pense que c'est des moments informatifs et créatifs sans qu'on le veuille ou qu'on le décide. Il y a évidemment des réunions informelles où on pourra toujours trouver tout un tas d'outils qui vont nous aider à les faire à distance, mais je pense qu'il y a une part d'informel, de lien social dans l'entreprise qui fait qu'on a envie de collaborer avec ses collègues. Donc je pense que la relation sociale en réel reste quelque chose d'important, même si effectivement tout un tas d'outils vont pouvoir aider. Et je me demandais justement, c'était une question que je voulais vous renvoyer, Luc, est-ce que ces réseaux sociaux d'entreprise peuvent compléter effectivement cette informalité qu'on aura un petit peu moins si on est moins souvent au bureau? Alors moi, je suis tout à fait de votre avis, Véronique. Et d'ailleurs, on voit que les gens qui ont... les télétravailleurs font l'objet d'une fatigue inédite et d'un isolement inédit. Et on voit d'ailleurs que ceux qui s'en sortent le mieux à distance, en télétravail, sont plutôt des gens optimistes, débrouillards avec les nouvelles technos. Et puis, ce sont des gens qui avaient déjà un capital social fort au sein de l'entreprise. Ceux qui avaient un capital social, qui avaient développé un capital social faible, ont été extrêmement dépourvus pendant cette période et encore plus isolés que les autres. Et vous avez raison que ces outils sociaux sont juste des supports, des leviers pour entretenir votre réseau social. Mais qu'est-ce qui fait que votre capacité sociale s'améliore? Ce ne sont pas les liens forts, ce sont les liens faibles.
c'est-à-dire la capacité de développer des liens faibles. Et la sérendipité, c'est-à-dire ce qui vous arrive de plus extraordinaire dans votre vie, vient de ces liens faibles. Et ces liens faibles, vous les travaillez en étant dans des conférences comme aujourd'hui, parce qu'on va se parler à la machine à café tout à l'heure. Et puis, je suis sûr que les personnes qu'on va rencontrer aujourd'hui, il va se passer des choses dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. C'est une certitude, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, cette capacité à se voir physiquement, à participer, non pas juste à distance, c'est dommage pour les personnes qui assistent à distance, parce que la plus-value de la rencontre physique est irremplaçable, extraordinaire. Et c'est pour ça que les lieux de bureau, je parlais d'expérience, vont aussi devenir des lieux où on va pouvoir vivre des expériences avec son écosystème, ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients. Et donc cette expérience, il ne faut pas la voir juste à la limite des salariés de l'organisation, mais bien au-delà sur l'entreprise étendue, sur cet écosystème qu'on va vouloir animer physiquement. Et puis, on voit des initiatives. Hein, c'est Barclays, par exemple, qui dit finalement en sortie de crise, je donne accès à tout. À toutes mes localisations partout en Angleterre, à tous mes salariés pour qu'ils puissent venir travailler localement, et d'organiser des expériences sur les succursales de l'organisation qui jusqu'à présent étaient réservées strictement à un type d'activité, à d'autres types d'activités. Les coworking font ça aussi. Vojo fait ça avec les hôtels Accor en organisant des événements dans les hôtels. On voit une reconfiguration des hôtels aussi. Donc c'est vraiment tout ça qui est en marche. Et c'est assez exaltant parce qu'on va pouvoir retrouver de la proximité et on va pouvoir développer des liens faibles et dans de meilleures conditions, je pense, à l'avenir. Merci. On va aborder le troisième et dernier volet de cette conférence avec les facteurs d'impact RH et managériaux. Alors on en a déjà un petit peu parlé dans le volet digital. C'est avec vous, Frédérique Myriel. Vous êtes directrice du département conseil en environnement de travail et accompagnement au changement chez Colliers. Vous avez 25 ans d'expérience dans le consulting chez Colliers donc, et aussi chez le groupe Renault. Je voulais commencer avec vous. Dans le contexte d'un télétravail, d'un travail à distance qui s'accélère, comment envisagez-vous l'évolution du rôle du manager? Luc Breton disait plutôt une fonction un peu support pour porter l'équipe. Quel est votre avis? Alors, je ne vais que compléter ce qu'a dit Luc parce que je partage complètement la vision de ce que vous avez rapporté tout à l'heure. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les évolutions qu'on voit liées à cette pandémie, mais pas que, on s'aperçoit que le fonctionnement va de plus en plus vers un mode un peu cellulaire. Vous parliez de bancs de poissons, etc. On est vraiment dans ce mode de fonctionnement qui, nous, chez Colliers, en tous les cas, nous semble être quelque chose qui va se développer dans les entreprises et qui devrait supporter l'efficacité des entreprises. Donc c'est vrai que ce que pour moi ça change vraiment, c'est la responsabilisation de l'équipe en fait. Et c'est plus, tout ne doit plus reposer uniquement sur les épaules du manager. Je trouve qu'aujourd'hui on entend encore trop souvent c'est au manager de, le manager doit tout faire. Ben non, je pense que demain, c'est cette... Et ils sont épuisés, je vous coupe. Il y a des études qui sortent avec la crise sanitaire, le travail à distance, ils sont épuisés. Et puis surtout le manager de proximité qui, lui, doit à la fois gérer son équipe, à la fois gérer l'activité, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment un rééquilibrage de la responsabilité qui doit se faire entre l'équipe et le manager, et l'équipe doit être responsable. Et pour moi, c'est vraiment un changement assez fondamental. Elle ne doit plus tout attendre de son manager, mais elle doit se responsabiliser, doit s'autonomiser et doit être, vous le disiez tout à l'heure, génératrice d'activités, génératrice d'idées, de création, etc. Ce n'est plus... Donc pour moi, c'est vraiment un changement assez fondamental. Alors, on en est aux prémices aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises. Et c'est ma question, comment vous voyez l'évolution et surtout comment on va y arriver? Comment cette transformation va s'infuser dans les organisations? Alors, aujourd'hui, de plus en plus, nous par exemple chez Colliers, parce que ce qui m'intéresse aussi dans cette table ronde, c'est de voir qu'en fait, autour de ce sujet de l'environnement de travail, ça draine autant de sujets différents et passionnants. C'est vrai que nous, on travaille beaucoup avec l'équipe, en fait, et pas uniquement le manager, mais
comment va travailler l'équipe, quel est l'équilibre en fait effectivement entre ce rôle du manager et ce rôle des équipes, même sur un sujet comme celui qui est l'environnement de travail, mais donc qui va bien au-delà. Donc c'est ce travail qui doit être fait et on n'est plus du tout dans des accompagnements verticaux, mais beaucoup plus dans des choses qui vont être transversales au niveau de la cellule. Et cette cellule, elle peut varier de forme. C'est aussi ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est l'équipe de temps en temps, c'est une communauté à d'autres moments, c'est une équipe projet à d'autres moments, etc. Et donc c'est cette façon qu'a l'entreprise de se reconfigurer. Et donc on voit bien que dans ce mode de fonctionnement, on n'est plus du tout dans un mode hiérarchique où le manager est là pour piloter, contrôler, etc. Mais effectivement, comme vous le disiez, il est là pour animer, pour soutenir en fait les initiatives et aussi un sujet important, soutenir les talents. Enfin, on est là, on n'est plus du tout dans un fonctionnement sur les compétences, mais bien sur les talents. Et le talent, c'est je sais mobiliser des compétences, qui sont les compétences que j'ai appris dans mon cursus scolaire, mais pas que. Je peux avoir d'autres compétences. Souvent, on dit, ah, tiens, t'as vu un tel, il fait ci, il fait ça. Oui, on a plein d'autres compétences qu'on peut mobiliser pour l'entreprise. Et c'est révéler les talents, c'est ça aussi. C'est pas uniquement... c'est pour ça aussi qu'on voit qu'aujourd'hui, dans les processus de recrutement... certes, le cursus étudiant est important, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve, moi encore, trop souvent, quand je vois des CV, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir ce que fait la personne en dehors de sa vie professionnelle. Et on le voit dans un de nos scénarios aujourd'hui, on pourrait aller vers une tendance où on ne travaillerait plus que 3-4 jours par semaine dans une entreprise et le reste de sa vie, on ferait autre chose, des choses qui ont peut-être plus de sens pour nous, etc. Donc je pense qu'il faut de plus en plus jouer là-dessus et effectivement accompagner les entreprises et les managers dans cette transformation qui va être inexorable à mon sens, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui les jeunes générations passer 5 jours sur 5 dans une entreprise avec des rythmes qui sont toujours les mêmes, etc. C'est plus ce qu'ils attendent. L'essor des startups, l'attraction des petites entreprises, etc., qui est aussi un de nos scénarios, est une chose qui quand même aujourd'hui, enfin, vous parliez de cette vitesse aujourd'hui de rotation des collaborateurs, c'est ça qu'ils cherchent. En fait. Ils cherchent à être plus responsabilisés, à être dans des petites structures, à pouvoir s'épanouir, etc. Les jeunes et les vieux, d'ailleurs. On parle souvent des jeunes, mais les vieux aussi. Donc c'est ça qu'il faut accompagner. Et je pense dont on doit prendre conscience au niveau du management français, parce que je pense qu'en plus au niveau culturel, c'est vraiment une grosse transformation culturelle au niveau français. Je pense qu'il y a d'autres cultures dans le monde qui sont plus à même d'aller dans ce sens-là. En France, on est quand même dans des cultures très hiérarchiques, très descendantes. Depuis que vous êtes à l'école, voilà, c'est le maître, etc. Donc il faut jouer sur la culture d'entreprise, c'est ça que vous dites. Je voudrais vous faire réagir sur le télétravail. On l'a évoqué, on en parle partout, il s'est largement diffusé dans les entreprises, et on voit bien l'intérêt pour le salarié. Mais l'intérêt pour l'entreprise, est-ce qu'on s'est posé la question, comment le mettre en œuvre, en lien avec le business et l'activité? Comment l'instaurer dans la durée? Quel est votre avis là-dessus? Alors, c'est très intéressant cette question, parce que moi aujourd'hui, ce que je vois dans toutes les entreprises que l'on accompagne, c'est que on est en train de signer des accords de télétravail, etc. Mais on a pris ce sujet de façon isolée et on le traite de façon très individualisée en fait. C'est chacun va choisir son nombre de jours, etc., etc. Et il me semble qu'il faut prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce sujet et se dire finalement demain comment est-ce qu'on a envie de travailler dans l'entreprise. Et le télétravail est une des composantes de cette façon de travailler. Mais il ne faut pas oublier qu'une entreprise, elle a des enjeux. Elle est là pour une certaine activité. Et donc, comment est-ce qu'on accompagne ces enjeux dans une évolution des modes de travail? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme vous le disiez tous, on ne va plus travailler comme hier. Ça, c'est, je pense, une évidence qu'on voyait déjà apparaître dans nos études précédentes, mais qui s'est accéléré ces derniers temps. Mais voilà, le télétravail, il doit s'inscrire dans quelque chose de plus global. Et donc nous, quelquefois, on voit aujourd'hui arriver des entreprises qui nous disent alors on a mis en place le télétravail et tout le monde est là le mardi, comment on fait?
Oui, en fait, il faut peut-être s'interroger plus globalement sur comment on a envie de travailler, comment s'inscrit le télétravail dans notre activité, en quoi il est gagnant-gagnant. Il est gagnant pour le collaborateur, mais il est aussi gagnant pour l'entreprise, certes. Et il doit accompagner, en fait, moi je pense à un mouvement plus de fond qu'on voit et que vous avez abordé tout à l'heure, Luc, qui est, en fait, je dois pouvoir choisir, je dois pouvoir m'adapter à mes activités, ce que je dois faire, ma mission dans l'entreprise, la mission de l'entreprise. Donc c'est plus dans cette vision globale qu'on doit inscrire le télétravail et pas comme une espèce d'avantage, parce qu'aujourd'hui, en fait, en France, on le présente plus comme un avantage. Vous avez l'avantage de faire du télétravail. Non, c'est une façon de travailler qui est proposée aux collaborateurs et qui doit s'inscrire dans quelque chose de plus global. Et au-delà du télétravail, je reviens à Odyssée 2030, sur lesquelles vous avez travaillé. Sur les tendances, est-ce qu'il y a 3-4 tendances sur le point de vue RH et management qui se dégagent concernant les organisations, qu'on va voir, des tendances qu'on va voir surgir ou s'enraciner? C'est quoi vos pronostics là-dessus? Mes pronostics. Sur les tendances, alors ça existe déjà depuis un moment, mais je pense que ça ne va que se renforcer et ça devient une nécessité. Je pense que c'est tout ce qui s'est révélé aux managers pendant cette pandémie, c'est la tendance un peu du lâcher prise du manager qui doit être là plus comme un animateur, plus que, ça va être encore plus, aujourd'hui, devenir manager dans une entreprise, avoir ce rôle d'animateur dans une entreprise, va de moins en moins reposer sur des compétences techniques et de plus en plus sur des compétences d'animation, de relations, etc. Ça c'est pour moi, c'est vraiment une tendance et qu'on retrouvait dans pratiquement tous, nos scénarios. On a encore quelques scénarios, on se disait que ça ne changerait pas, mais bon, quand même, globalement. Donc ça, c'est pour moi une tendance forte. Après, une des autres tendances fortes qu'on n'a pas tellement évoquées ce matin, qui est la relation entre les collaborateurs et l'entreprise. La défiance qui peut de plus en plus s'inscrire entre l'entreprise et le collaborateur. Aujourd'hui, et un des enjeux, c'est l'enjeu de l'environnement, de la RSE au sens large. Le greenwashing, etc. De plus en plus, ça ne parle plus, c'est plus ce qui attire. Il y a vraiment, nous on l'a beaucoup regardé aussi dans nos scénarios, c'est comment va évoluer cette relation à l'entreprise, au travail, au grand groupe. Et ça, pour moi, c'est vraiment un sujet important de se dire que le collaborateur n'est plus prêt à aller dans une entreprise uniquement parce que je m'appelle, j'ai un nom très connu et que ça fera bien sur ma carte de visite. C'est plus ça. On a besoin d'une autre relation, d'une relation plus forte et d'engagement fort de la part de l'entreprise vis-à-vis du collaborateur. Et à mon sens, c'est aussi ça une vraie tendance de fond au niveau des ressources humaines. Et sur la réorganisation des entreprises en interne, est-ce que vous voyez une tendance se dessiner? Comment elles vont s'organiser? Elles vont rester comme ça en service? Dites-nous. Alors, la tendance aujourd'hui qu'on voit et qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau managérial, c'est que de plus en plus, on va vers des organisations encore plus matricielles. Alors avant, on en parlait beaucoup. En fait, dans la réalité, c'était pas vraiment une réalité. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est quelque chose qui prend de plus en plus corps dans les entreprises. Et là encore, je pense que la crise, l'après-crise est une prise de conscience sur tout ça, parce que ce dont on parle pas beaucoup aussi, je trouve, dans ce travail à distance, dans tout ce qu'on a vécu, c'est que on s'est beaucoup recentré sur l'équipe, et moi-même tout à l'heure j'en parlais, mais il y a aussi l'inter-équipe, la transversalité, et c'est sans doute là qu'on a perdu le plus pendant cette pandémie, et sur lequel il faut vraiment retravailler, et qui, nous, toutes les entreprises dans lesquelles on va, la première chose qu'on nous dit, c'est on est trop en silo, on travaille pas assez en transversalité, etc. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel les entreprises sont toutes en train de réfléchir sur comment on transversalise mieux
Et ça repose là encore sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette confiance qu'on fait aux équipes, aux interactions entre les équipes, etc., etc. Vous disiez sur le rôle du manager qui va être repensé, le manager doit lâcher prise. Et moi, je voudrais vous faire réagir, peut-être vous, Antoine Olivo, sur le reverse mentoring. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. Est-ce que vous le voyez monter en puissance? Est-ce que ça va changer quelque chose? Je pense que l'enjeu de l'apprentissage et de la montée en compétence des gens est un enjeu absolument majeur et un vrai facteur d'attractivité. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus émerger donc, des formes de mentoring d'abord, donc pour les plus jeunes générations, mais le reverse mentoring est quelque chose qu'on voit fleurir de plus en plus et qui est extrêmement intéressant, notamment sur des sujets digitaux. La montée en compétence par l'apprentissage, par l'utilisation, par l'usage est quelque chose qui est intéressant. Mais je dirais plus globalement, cette logique d'apprentissage, Frédéric l'a évoqué tout à l'heure, de dire qu'une équipe, elle est protéiforme aujourd'hui. Elle est une équipe structurée, elle est une équipe projet. Mais je trouve que, et je pense que Luc l'avait mentionné tout à l'heure, c'est l'ouverture vers l'écosystème externe. C'est-à-dire que l'apprentissage, il se fait aussi par cet écosystème de compétences qui va être des clients, qui va être des fournisseurs, qui va être des partenaires. Et je pense que ce qu'on voit comme tendance, c'est que dans les environnements de travail demain, il faut que ces environnements-là ils soient capables d'être ouverts en permanence à l'ensemble de ces composantes. Et c'est comme ça, d'abord qu'on fera émerger des projets les plus ambitieux possibles, mais surtout qu'on fera grandir les équipes et qu'on proposera, on revient sur l'expérience, qu'on proposera une expérience un petit peu différenciante. Donc ça, c'est l'ouverture qui répond d'ailleurs aussi à des logiques d'efficacité et des logiques économiques. Elle est probablement une tendance qui sera intéressante aussi. Merci. On arrive sur la fin de ces tables rondes. Est-ce que dans le public, il y a des questions ? Oui, non, peut-être. Non. Bon, je vous laisse réfléchir. Moi, en tout cas, sur Internet, il y en a. Donc, on a beaucoup parlé de bureaux, ce qui concerne beaucoup les emplois cadres. Il y a une question intéressante, je ne sais pas si vous pourrez y répondre, sur l'industrie. Une question de Arnaud. Bonjour, les emplois industriels représentent encore une part importante des emplois en France. Comment voyez-vous évoluer les modèles de rotation d'horaires postés 3-8 dans les années à venir? Comment combiner les aspirations du personnel, les contraintes économiques d'exploitation de l'outil industriel et les exigences de flexibilité des marchés? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? C'est une vraie question. On l'a vu encore ce matin que les restaurateurs. Ce que je peux peut-être ajouter, parce que ce qu'on voit quand même apparaître, alors ça répond pas tout à fait à la question, mais il y a quand même ce sujet de l'équilibre entre effectivement le monde tertiaire et on a cité différents. Dont l'industrie. C'est-à-dire qu'effectivement, ce sujet de la flexibilité du travail, des temps de travail, on le traite beaucoup dans le tertiaire. Et nous, on a plusieurs effectivement clients qui se disent comment est-ce que ce qu'on est en train de mettre en place dans le tertiaire, on pourrait aussi le poursuivre dans le monde plus industriel, dans les ateliers, etc. Comment est-ce qu'on offre aussi de la flexibilité dans ces travaux postés, qui sont dans des modes de fonctionnement un peu différents. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, ça m'appelle une réflexion. C'est que moi, je trouve que pendant longtemps, le tertiaire, on était plutôt poussé un peu par ce qui se passait au niveau de l'industrie, parce que toutes les méthodes lean, etc., souvent, elles ont plutôt pris naissance dans les ateliers. Voilà. Et aujourd'hui, on a un peu un mouvement inverse qui est finalement le tertiaire est en train d'avancer et comment est-ce que on va retrouver des choses approchantes, et parce qu'il y a aussi un sujet d'équité derrière tout ça. Voilà, comment est-ce que j'ai la même approche pour tout le monde. Après, c'est pas un sujet. Le monde industriel n'est pas un monde que je connais particulièrement, mais voilà ce que je vois moi dans les réflexions qu'on a avec certains clients qui ont ces deux types de populations. Guillaume Neveu, vous voulez intervenir? Oui, peut-être juste pour rebondir, ça m'évoque une question que je me posais justement aussi par rapport à la discussion sur l'optimum en fait entre efficacité et contrainte. On disait l'entreprise, elle a un objet, elle a des enjeux, etc. Donc l'industriel avec les horaires postés, c'est à l'extrémité du spectre, mais je dirais même au sein du tertiaire qui regroupe des choses très très différentes. Une fois qu'on a dit qu'il y a un bureau, il y a des contraintes. On parlait du rôle du présentiel aussi par rapport à la créativité, etc. Entre une activité de développeur informatique ou une activité, je sais pas, de créativité, d'agence de pub, pour prendre une caricature peut-être. Là aussi, l'optimum en termes d'efficacité
qu'on parlait de ce qui peut être dévolu, alors soit à l'IA et au digital, et aussi au rôle du présentiel, il est forcément très très différent. Et moi, c'est une question que je me pose pour mon entreprise à moi, dans mon domaine où on a un certain nombre de contraintes aussi. Le conseil est un sujet aussi parmi d'autres, avec aussi un certain type de mission de conseil potentiellement plus créatif ou pas. Quel est le bon optimum? Et je pense qu'on a tous cette question-là à se poser. Au vu de notre activité spécifique, au sein du tertiaire, ça peut être très différent, je pense. Et également, dans une activité industrielle, vous avez plusieurs métiers dans l'entreprise. Donc moi, j'accompagne actuellement une société dans l'aéronautique qui a un bureau d'études et qui jusqu'à présent était au même rythme que les ouvriers qui montent les systèmes. Ça n'a pas vraiment de sens. On doit pouvoir spécifier métier par métier dans l'organisation le meilleur fonctionnement qui permet d'être efficace quand les gens sont simultanément sur le lieu de travail, et pour d'autres, des règles différentes parce qu'il n'y a pas de nécessité. Et donc ce qui peut apparaître pour les salariés comme quelque chose de fair, de juste, parce que la même règle s'applique à tous, n'est pas forcément l'optimum pour l'organisation. Et donc ça, à partir du moment où vous décentralisez l'autorité et que vous laissez les équipes s'organiser de façon optimale, vous arrivez à ajuster ce curseur, je dirais équipe par équipe, de manière à ce que ça ne grève pas la performance, mais que vous ayez quelque chose qui permette aux gens d'être efficaces, métier par métier, équipe par équipe, dans l'organisation. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de cette conférence. J'espère qu'elle vous a plu. Merci Antoine Oliveau, directeur général Occupator Services chez Colliers, Véronique Lamblin, directrice des études du cabinet Futurible, Guillaume Neveu, fondateur d'I-Care, Luc Breton, vous êtes associé du groupe Mandarina, et Frédéric Myriel, directrice du département Conseil en environnement de travail et accompagnement au changement. Je précise que l'étude Odyssée 2030 est disponible en papier pour ceux qui le souhaitent et téléchargeable. Si vous souhaitez contacter les intervenants de cette table ronde, ils sont tous contactables sur leurs différents sites. Et bien sûr, le replay de cette conférence sera disponible sur la chaîne YouTube du groupe Les Échos Le Parisien. Merci à tous ceux qui sont venus, merci aux intervenants, et puis à bientôt et bonne journée.